Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité. Cet accident mortel survenu cette nuit à la Chapelle-sur-Loire. Pour des raisons encore inconnues, un véhicule est sorti de la route et s'est retrouvé en contrebas de la levée de la Loire. 4 jeunes hommes de 16 à 25 ans sont décédés. Un autre, mineur, a été hospitalisé dans un état grave. À Tours, le site universitaire du Plat d'Étain, inauguré cet après-midi, ancienne caserne militaire. Le site a été libéré il y a 3 ans avec le départ de l'école de la logistique et du train. Une aubaine pour l'université François Rabelais qui a rassemblé notamment ses services centraux. Et vous le verrez, c'est un quartier en devenir. Enfin, le Téléthon édition 2012, c'est ce week-end. Et encore cet appel aux dons lancé par la FM. Dans ce journal, les applications concrètes de la recherche, financées en partie par vos dons. Un accident de la route cette nuit vers 1h du matin sur la départementale 952. 4 jeunes hommes de 16 à 25 ans sont décédés à la Chapelle-sur-Loire, c'est en Indre-et-Loire. Un autre a été grièvement blessé. Leur voiture, pour des raisons qui restent encore à déterminer, a fait une sortie de route. Il faut dire que les températures négatives plus l'humidité ambiante avaient rendu la route glissante. La plupart des victimes habitaient à 200 mètres du lieu de l'accident. Les précisions, Aurélie Renaud. Sur la levée de Loire, la Renault Mégane circulait dans le sens Tours-Saumur. À son bord, 5 jeunes hommes qui rentraient d'une sortie au bowling de Tours. Pour une raison encore inconnue, leur voiture fait une sortie de route et vient percuter un talus en contrebas pour être ensuite éjectée 50 mètres plus loin. Le bilan est lourd, 4 occupants décèdent sur le coup et parmi eux 2 mineurs de 16 ans et 2 jeunes hommes de 20 et 25 ans. Le 5e occupant, seul à avoir été éjecté du véhicule et lui grièvement blessé, c'est un habitant du hameau qui donne l'alerte. Les premiers éléments constatés par les enquêteurs, la brigade de recherche de Chinon, la communauté de brigade de Chinon, également les techniciens en investigation criminelle de Tours, mettent en évidence une chaussée glissante pour l'instant et une sortie de route à droite à la sortie d'un virage. Si les enquêteurs mettent en avant les mauvaises conditions de circulation dues aux premières gelées et la vitesse, ils attendent également les analyses toxicologiques pour savoir si l'alcool était en cause dans ce drame. En fin de journée, le seul rescapé de cette tragédie était encore au bloc opératoire. Son pronostic vital ne semblait plus engagé. Non au mariage gay et l'adoption des couples homosexuels. C'est ce qu'ont voulu exprimer des maires de la région. 25 en Indre-et-Loire, 43 en Loire-et-Cher ont signé l'appel lancé par le collectif Mères pour l'enfance, Mères MAIRES. Objectif de cette initiative, montrer au gouvernement la résistance d'élus locaux. On note notamment la signature des maires de Rochecorbon, Loches, Vouvray ou encore la Montbrol sur Choisy pour l'Indre-et-Loire, Saint-Aignan ou encore Cheverny pour le 41. Il y a 4 ans, le ministère de la Défense annonçait sa volonté de libérer à Tours les casernes militaires du Plat d'Étain. En leur sein, l'école de la logistique et du train, désormais basée à Bourges. Un site de plusieurs hectares libérés, c'est une aubaine pour l'université François Rabelais. Elle cherchait depuis longtemps un lieu pour regrouper notamment ses services administratifs. La négociation était alors lancée. Nous voilà 4 ans plus tard avec l'inauguration officielle d'un nouveau site universitaire à Tours. Anaïs Michaud. 9500 m² pour accueillir et surtout réunir les 250 personnes travaillant dans les différents services de l'université. 1 an de travaux pour un coût total de 9,3 millions d'euros. Un projet au service de l'attractivité du département et de la région. Il faut absolument que les étudiants aient plaisir à apprendre ici et ensuite à vivre ici, à faire en sorte que par leurs connaissances, par leurs diplômes, par leur talent, ils puissent véritablement apporter au développement économique et social de demain. C'est un rayonnement indispensable pour notre région et pour la Touraine. Les pièces libérées par la présidence à la fac des tanneurs permettront, après réorganisation, de créer une dizaine de nouvelles salles pour la formation. Objectif à terme, réunir les 7000 étudiants qui dépendent des tanneurs sur ce site, ce qui, dans la configuration actuelle, est impossible. Ce que nous souhaiterions, c'est pouvoir agrandir ce site des tanneurs, soit en construisant au-dessus de la salle Thélème, soit devant l'esplanade Thélème. Mais dans l'immédiat, dans le court terme, on va déjà commencer à supprimer un des parkings, celui qui est en rez-de-jardin, pour pouvoir le transformer en salle, d'abord de centre de ressources en langue, et puis ensuite pouvoir y adjoindre des centres de salles informatiques. Le centre de ressources en langue devrait être ouvert aux étudiants dès la rentrée prochaine sur le site des tanneurs.
Les alentours du site du Plat d'Étain devraient eux aussi changer de visage, puisque la ville de Tours souhaite y construire un nouveau quartier d'une douzaine d'hectares en hypercentre, le quartier Beaumont-Chauveau. L'inauguration des nouveaux locaux de l'administration de l'université constitue donc le point de départ de ce vaste réaménagement. Il y a évidemment du logement social, du logement en accession à la propriété. Il y a une partie économique, une partie artisanale, une partie de détente. Mais ça va commencer que dans 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on finit les 2 Lyons, là, qui sont en train d'être finis. On finit la ZAC de Montconseil et ensuite on attaque cette partie. Le nouveau quartier Beaumont-Chauveau pourrait prendre vie d'ici 4 ou 5 ans. Et des projets de développement de l'Université de Tours, on en reparle juste à la fin de ce journal, puisque notre invité est Loïc Vaillant, le président de l'Université François Rabelais. Signature à Tours ce matin du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Signature entre le préfet et le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Objectif, lutter contre l'habitat indigne et agir sur la prévention des impayés ainsi que éviter les expulsions locatives. Public visé principalement les personnes âgées, les jeunes et les gens du voyage. Un plan pour les années 2012 à 2016 qui suit un ancien plan. Exemple en 2011, en Indre-et-Loire, 7600 ménages ont bénéficié des aides pour le maintien du logement. Écoutez le président du Conseil général. La situation du logement en Indre-et-Loire est plutôt satisfaisante puisque nous avons un programme de construction de nos logements très important, je dirais pratiquement le plus efficace de la région. On a assez peu de logements opposables, c'est-à-dire qu'on arrive à répondre aux besoins de logement. Et puis, le préfet l'indiquait, on a assez peu de familles expulsées dans notre département, ce qui veut dire que le travail de prévention que l'on fait à travers ce plan est tout à fait efficace. L'actualité sociale et cette grève déclenchée chez TLD à Montlouis-sur-Loire. Un quart des 155 salariés a cessé le travail aujourd'hui à l'appel de la CGT. Mouvement de grève qui fait suite à l'échec des négociations salariales au sein de cette entreprise qui fabrique des tracteurs d'avion. Les revendications salariales portent sur des hausses de salaire. Ce week-end, nouveau marathon du Téléthon, 26e édition cette année avec l'espoir de récolter encore plus de dons que l'an passé. 86 millions d'euros au niveau national, 750 000 en Indre-et-Loire, 420 000 en Loire-et-Cher. Où vont donc? Quel est l'état de la recherche? Élément de réponse avec Jérôme Alain. Ce plastique fluorescent contient un fragment de gène. Ce gène provient d'un enfant malade ayant des troubles neuromusculaires. Ici, au service génétique de l'hôpital Bretonneau, on cherche à analyser quelle maladie se cache derrière ce dysfonctionnement génétique. En 25 ans de Téléthon, la recherche n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, on entre dans une phase de recherche clinique qui a permis cette année les premières études sur les enfants pour améliorer la marche, par exemple, ou ralentir l'évolution de la maladie. Ces 25 ans d'action du Téléthon qui ont permis de mieux connaître l'origine des maladies. Et aujourd'hui, enfin, nous arrivons au premier test de médicaments chez l'enfant. Donc, à notre sens, ça n'est vraiment pas le moment de relâcher la pression et de diminuer les dons, car c'est vraiment 25 ans d'efforts qui nous amènent aujourd'hui à cette perspective peut-être d'un traitement. Et en attendant les traitements, localement, les dons permettent aussi chaque année de mettre en place un suivi psychologique pour les familles et accepter le difficile diagnostic d'enfants atteints de maladies neuromusculaires ou mentales. Et puis, sans le Téléthon, le Généthon, ce grand laboratoire français créé à Évry en 1991, n'aurait peut-être jamais vu le jour. De nombreuses équipes de recherche avec de très grandes collaborations européennes travaillent à Généthon et forcément ça nécessite une force de frappe en termes de chercheurs mais aussi des produits qui sont utilisés de manière quotidienne et on conçoit facilement que c'est de la recherche de haut niveau qui donc est coûteuse mais là encore c'est 25 ans d'action qui ont pu permettre d'arriver à mettre en place ces équipes de recherche qui sont de reconnaissance européenne et mondiale. En 2013, 2 patients suivis à Tours bénéficieront d'essais thérapeutiques inclus dans un protocole de recherche mondiale sur 150 autres enfants malades. Les centaines de millions d'euros de dons du Téléthon n'ont pas seulement un impact sur le territoire national, mais bien sur des centaines de laboratoires de recherche implantés partout dans le monde. Allez, focus maintenant sur un marché, celui du tournage de films. La région Centre accueille en moyenne 4 tournages de longs métrages par an, plus d'une dizaine de courts métrages et 3 à 4 fictions télé. Il faut dire que l'endroit est apprécié pour ses châteaux, les bords de Loire et la proximité avec Paris. Et il y a des retombées économiques au niveau local. Maud Gatineau.
Le temps d'une journée, la petite église de Saint-Cyr-de-Gaux, près d'Autrèche, s'est transformée en véritable plateau. Dans la région, les tournages sont nombreux et sur les plus grands, ce sont près de 20 techniciens et une petite dizaine de comédiens locaux qui peuvent être embauchés. Un bon point pour l'économie locale, mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi les retombées économiques un petit peu parallèles qui sont tout ce qui est hébergement, location de décors, restauration, tout en fait qui émane un petit peu de la vie quotidienne d'une équipe de tournage qui vient s'implanter pour plusieurs semaines en région. Les équipes peuvent représenter parfois jusqu'à 50 personnes et rester plusieurs semaines, de quoi faire travailler les commerces alentours, sans compter que les tournages profitent aussi aux figurants comme Janine, venue de Saint-Avertin. Il fut un temps où j'en faisais assez, oui, 3 par an. Et comme elle, dans la région, plus de 1000 personnes se sont inscrites pour être figurantes. Une occupation de quelques jours par an à vocation culturelle plus que financière, mais tout de même bien payée, en moyenne 80 € par jour. On a évidemment des habitués, des gens qui adorent ça, des gens qui complètent aussi leur cachet d'intermittent en faisant de la figuration. En 2011, la région a consacré 2,2 millions d'euros à la production cinématographique et audiovisuelle. Un investissement colossal, mais qui ne sert donc pas que la culture. En sport, le Tour Volleyball compromet ses chances de se maintenir en Ligue des Champions. Hier soir, malgré une belle prestation, ils se sont inclinés chez les Italiens de 30, 3-7-0. Leur ambition européenne passe dorénavant par une victoire la semaine prochaine face aux Polonais. Romain Delville. Le TVB est tombé sur un mur et ce n'est pas faute d'avoir essayé de le fissurer. Face à Trentino, qualifié de meilleure équipe du monde, les volleyeurs tourangeaux ont par 2 fois mené les 7, faisant douter les transalpins. Le bloc tourangeau a montré sa force, celle qui fait du TVB le leader du championnat de France. Sauf que poussés par leur public, les volleyeurs de Trente sont à chaque fois revenus avant de faire la différence en fin des 2 premiers sets à 25-23 et 25-21. Pour la 3e manche, les dés étaient plus vite jetés, avec au final à 25-16 quelque peu sévère. On a déstabilisé surtout sur nos services tactiques flottants, et puis au niveau du bloc, pendant 2 sets, on a été supérieur à Trento, ce qui n'est pas une mince affaire. Et on a lutté avec nos armes, on a bien lutté, les joueurs ont été présents. Après, il y a des regrets, parce que lorsqu'on n'est pas loin comme ça, il y a obligatoirement des regrets de qualification, de ne pas avoir pris un set ou 2 à Trento parce qu'il y avait la place. Il y a des jours où il y avait la place, mais on n'a pas su saisir notre chance. Donc ça veut dire qu'on a encore des manques et on a encore de la progression à voir. Mais il y a des joueurs comme Baranek qui ont fait un gros match et qui reviennent en grosse forme. Des joueurs comme Jean-François Exiga, comme Nuno Pinheiro. Du côté du TVB, on sort maintenant la calculatrice. Hier, le club tourangeau a ramené 0-7 d'Italie, a tiré un trait sur la Ligue des Champions. Dans une semaine, il joue Kosle Kizierzyn et devra gratter au minimum un set aux Polonais pour s'assurer une place dans l'autre Coupe d'Europe, la CEV. L'objectif, c'est faire partie des meilleurs 3e avec 2 victoires minimum et des manches glanées la semaine prochaine. C'est surtout les autres poules, il faut finir dans les meilleurs 3e. Pour l'instant, on est bien placé pour finir les 3e, meilleurs 3e. Mais pour être bien placé, il faut absolument prendre 2 points ou 3 points contre les Polonais. Et ça nous permettra d'être qualifiés. Demain, le TVB reprend la route direction Toulouse pour jouer les Spacers samedi après-midi en championnat. C'est le lot des grandes équipes, celles qui peuvent et donc qui veulent briller sur tous les tableaux. Et on termine ce journal avec une émission à voir sur l'antenne de TV Tour Val-de-Loire, l'émission en privé. Claude Roiron, l'ancienne présidente PS du Conseil général d'Indre-et-Loire, en est l'invitée exclusive. Elle revient sur son éviction de la tête du département par les siens. Elle nous livre également quelques sentiments à l'égard de ses anciens camarades. Claude Roiron, qui reste toujours la même. Écoutez-la. Jean Germain, c'est encore un ami. Jean Germain, c'est le maire de la ville de Tours, la ville où je réside. Il est le maire puisque je suis adjointe et je considère que c'est un très bon maire pour la ville de Tours. Je n'en dirai pas plus, pour le reste ça m'appartient à moi et à moi seule. J'ai cet aspect à la fois peut-être un peu raide, dit-on, sans doute très rigoureux parce que je suis une fille d'instituteur, je suis moi-même dans l'éducation nationale, ça donne une certaine rigueur mentale. Et puis en même temps, ce côté un peu populaire d'aller vers les gens, d'essayer de les comprendre et
et d'essayer de se mettre à leur place, parce que c'est comme ça qu'on leur apporte le plus grand service. Marisol Touraine, elle est comme ça ou pas, justement? Je ne me permets pas de la juger, mais comme vous avez pu le voir, nous avons des personnalités tout à fait différentes. Nous ne venons pas du même monde, disons-le. Elle a ses qualités, elle a ses compétences, ce ne sont pas les miennes. Moi, je ne suis pas une héritière, je me suis faite au jour le jour, voilà, donc j'ai ma personnalité, c'est tout. Que devient Claude Roiron? Quel avenir? Quelles sont ses ambitions? Eh bien, c'est à voir ce soir à 19h15 et 20h15 en première diffusion. Diffusion également prévue, entre autres, samedi à 14h15 et c'est dans l'émission en privé. Dans un instant, nous reparlons du développement de l'Université François Rabelais. Restez avec nous, Loïc Vaillant est notre invité.